ce que vous voulez, enfin il y a des tas d'exemples. La précaution, c'est une situation un peu différente. On commence à avoir des arguments, mais où on n'a pas une certitude, il y a une incertitude encore sur la dangerosité des produits dont on parle. Mais en tenant compte du fait que si le scénario le plus pessimiste s'avère vrai, on va rentrer dans des gros problèmes, qu'on a quand même quelques arguments, on peut décider de prendre des mesures de restriction ou d'interdiction, même dans le cas d'incertitude. Et en réalité, c'est un continuum, parce que la recherche avance, et heureusement, il ne faut pas reprocher aux chercheurs de changer de discours, parce qu'en fait, ils suivent la science, et ils suivent l'évolution des connaissances. Et on peut avoir des doutes à un moment, beaucoup d'incertitudes, et à partir très rapidement aboutir à une situation où on commence à avoir un tout petit peu plus confiance dans ce qu'on dit. Donc c'est un continuum. Cela dit, donc moi, généraliser sur l'ensemble des perturbateurs endocriniens, à ce stade, je ne généraliserai pas. Je pense qu'il faut prendre les choses une par une en fonction du poids des preuves une par une. Il y a quelques années encore, il y avait des expériences faites sur le bisphénol A. Moi, à cette époque-là, franchement, je n'aurais pas dit avec certitude que c'est quelque chose de vraiment extrêmement dangereux. Pourquoi? Beaucoup venaient de 1 ou 2 laboratoires. Les effets faibles doses, ça venait de très très peu de laboratoires. Donc on avait l'impression qu'il y avait potentiellement quelque chose, mais que ça demandait vraiment des confirmations et d'aller un peu plus loin. Et il n'y avait quasiment rien dans les études chez l'homme. Bon. Ensuite, plusieurs laboratoires ont fini par démontrer. Il y a des controverses, tout le monde ne trouve pas la même chose. J'ai des manips, je peux vous montrer deux laboratoires. Mais ça, c'est habituel pour nous en biologie. Si vous prenez une souris très sensible à l'œstradiol, aux oestrogènes, il y en a des plus ou moins sensibles. Si vous testez le bisphénol A sur une souris très sensible, vous allez voir facilement un effet. Si vous prenez une souris très résistante, vous pouvez ne pas avoir d'effet, mais il y a une bonne raison là. Donc il faut étudier les choses de manière un peu plus approfondie plutôt que de dire « ah ben c'est pas reproductible ». Ça peut être... donc il faut raisonner. Et moi, je trouve, par exemple, pour le bisphénol A, qu'on a atteint un niveau de preuve. Évidemment, on ne l'a pas dans les études épidémiologiques, ce niveau de preuve, mais ce n'est pas grave, parce que si on attend d'avoir les études épidémiologiques, on risque d'attendre très longtemps, et ça peut être ennuyeux. Donc, sur ce plan-là, il y a encore de la discussion, mais de mon point de vue, on est proche de la prévention. Les phtalates, on commence à s'en rapprocher aussi. Les parabènes, pour moi, on est un peu loin. Je ne mettrai pas ça au même niveau, même si d'autres peuvent le contester, mais peut-être que demain ou après-demain sera publiée une étude qui me convaincra et je changerai d'avis. Je suis plastique. Donc... et adaptable. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez la parole. Nommez-vous pour l'enregistrement. Alain Guy, chimiste. Professeur au CNAM, professeur au CNAM. C'est un commentaire. C'est que vous avez évoqué en fait les produits, les perturbateurs endocriniens que l'on ingère de façon passive. Et j'ai noté d'ailleurs dans la liste américaine que en fait ils étaient tous de ce type-là. Or il existe aussi des perturbateurs endocriniens que l'on ingère de façon, je dirais, active sans le savoir. C'est par exemple les phytoestrogènes que l'on rencontre dans les isoflavonoïdes, par exemple, que l'on rencontre dans le soja ou dans les prunes, par exemple, la gynestéine ou d'autres, et les phytostéroïdes que l'on rencontre dans les purs de pommes de terre ou de tomates. Et le problème, c'est qu'en fait, ces composés-là, dans les médias, on les conseille. Et je pense que c'est un danger aussi. C'est-à-dire que je disais ça pas plus tard que ce matin dans un journal que l'on trouve dans le métro, où il y a une étude américaine qui disait clairement, si vous voulez vivre centenaire, alors il y avait des tas de trucs à faire, et entre autres, manger des prunes. Alors, j'imagine, comme ça revient à ce que vous avez dit, la dose fait le poison, à force de manger donc, des pommes de terre que l'on n'épluche pas, par exemple, des quantités importantes de tomates, on pense à un moment donné donc, que l'on va se faire du bien, et on peut tomber aussi dans un problème qui rentre, qui peut être un problème aussi important que l'ingestion de bisphénol A, mais cette fois-ci de façon consciente, c'est-à-dire que, enfin, de façon volontaire.
Non, mais c'est pas, justement, cette notion de dose, il ne faut pas complètement la rejeter. Enfin, je veux dire, il faut la remettre un peu en cause, elle doit évoluer, mais il ne faut pas la rejeter parce que les gens doivent savoir, effectivement, vous avez des gens qui nourrissent des enfants ou qui même boivent beaucoup de lait de soja et puis qui prennent du tofu et qui, donc, alors là, ils se bourrent de ces composés. Ces composés ont plusieurs types de propriétés. Hein. Ils ont des propriétés de type oestrogénique, ce sont typiquement des perturbateurs endocriniens, si vous voulez, les mimes, mais ils ont d'autres propriétés. Certains ont des propriétés antioxydantes et ça peut être utile. Il y a une vraie question, ils peuvent sans doute être utiles dans certaines situations, ils peuvent aussi être à l'origine de certains problèmes, surtout quand la consommation dépasse toute une série. Donc rien n'est complètement... D'abord, de ce que vous dites, il y a deux choses. Ce qui est naturel n'est pas nécessairement bien. Les aflatoxines, c'est archi-naturel, et pourtant je sais que c'est toxique. Donc il faut enlever ce qui est artificiel n'est pas nécessairement et forcément mauvais. Bon. Donc une fois qu'on a admis ça, on peut commencer à voir comment ça agit, qu'est-ce que ça fait. Et effectivement, des choses sont bien dans certaines conditions et dans certaines doses, ou mélangées à certaines choses, et peuvent être mauvaises quand on ne prend que ça, quand on n'a rien d'autre, etc. Mais je pourrais dire la mesure du poisson, qui est très bien sur le plan nutritionnel, il faut manger du poisson, c'est quand même là que vous avez le plus de mercure, le plus de dioxines et le plus de pesticides. Et donc il y a un équilibre à faire, et franchement les recommandations sont plutôt des recommandations de modération en tout, et ça reste du bon sens. Oui, Claire, moi je serais intéressée à connaître un petit peu plus votre sentiment sur la manière dont on pourrait développer des critères d'identification préalable de repérage de ces fameux perturbateurs. C'est à l'ordre du jour au niveau de la réglementation européenne. Et on voit d'ailleurs que les réglementations précédentes, celles sur les substances chimiques riches, un petit peu perdu par rapport à ça, parce qu'on parle de polluants organiques persistants, on parle de polluants, etc., de substances actives, toxiques, etc. Et puis on met en liste les endocriniens, donc on voit bien que tout ça se recoupe, on l'a vu sur le tableau, on a des métaux. Donc est-ce que vous avez... D'abord, voilà, tous les polluants organiques persistants ne sont pas nécessairement des perturbateurs endocriniens, et inversement. C'est-à-dire que le bisphénol A n'est pas quelque chose qui s'accumule comme la dioxine, bon, même s'il y a des discussions sur ce qu'il fait, mais ça reste quand même quelque chose qui ne reste pas non plus des mois et des années. Donc là, il faut séparer. Mais vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce qu'il y a un vrai défi qui est posé là actuellement aux scientifiques, c'est avec quel test vous allez vraiment pouvoir être prédictif, sachant que même avec les tests réglementaires que vous avez actuellement, souvent, parfois, et même souvent, vous ratez des effets. C'est pas très simple. Moi, mon point de vue, c'est que là, actuellement, au jour d'aujourd'hui, on a des tests, mais on n'a pas encore les tests suffisants. Personnellement, peut-être par formation, etc., mais je pense que si on comprend bien les mécanismes d'action toxique, ça a plusieurs intérêts. D'abord, vous avez 100 000 molécules chimiques, on ne va pas tester les 100 000 et vous pouvez en faire autant que vous voulez. En revanche, les mécanismes de toxicité, c'est beaucoup plus réduit quand même. Il y a, je ne sais pas, on va dire 25 ou 30 mécanismes de toxicité et certains sont beaucoup plus importants que d'autres. Donc, arriver à bien identifier les mécanismes principaux de toxicité, ce vers quoi on se dirige tranquillement quand même, et il y a des grands programmes européens et américains là-dessus. Une fois qu'on a défini ça, et une fois que vous avez identifié ceux qui sont véritablement associés à un effet sur le développement du fœtus, etc., là, on peut avoir un tout petit peu plus d'arguments pour dire je vais prédire ça avec une marge d'erreur. On peut toujours faire des erreurs. L'important, c'est petit à petit de se rapprocher de la marge d'erreur la plus petite. Il faut être raisonnable. On ne va pas du jour au lendemain passer de tout à rien. Donc, on peut améliorer ça si on comprend bien les mécanismes. C'est pourquoi moi je prône ça assez fortement. Comprenons bien les mécanismes, même quand ce sont des molécules qui sont un peu passées, si vous voulez, parce que ça va vous permettre de prédire la toxicité à l'avenir. C'est vers cette voie-là, je dirais, qu'il faut absolument se diriger pour être un peu plus précis. Un précurseur de... Oui. Les mécanismes que vous étudiez in vitro sur l'animal, Oui, non, mais bien sûr, quand on va étudier les mécanismes, l'idéal absolu, c'est même de ne pas utiliser les animaux. Bon, parce qu'en même temps, on vous demande de faire tous ces tests réglementaires avec beaucoup d'animaux à tester, on vous dit qu'il faut aussi essayer de diminuer l'utilisation des animaux. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes
personnes qui me disent, mais enfin, quand même, il faut. Donc l'idéal, c'est d'arriver à des systèmes. Je ne suis pas sûr qu'on y arrivera facilement, hein, je ne prétends pas ça, mais le bisphénol, par exemple. Ah, il y a plusieurs cibles. Il y a peut-être le récepteur de l'estradiol traditionnel, qui est une cible importante, mais elle n'est pas la seule cible. Et l'effet du bisphénol qui apparaît à faible dose pendant le développement, moi je ne suis pas prêt à donner ma tête à couper que ça va être le récepteur des oestrogènes. Ça peut très bien être un autre récepteur qui entre en jeu. Donc il faut vraiment qu'on comprenne ça pour ensuite pouvoir utiliser des substituants au bisphénol A si on veut en trouver. Un pionnier de la toxicologie, André Pigault. Ça en est trop. C'est tout à fait passionnant ce que tu racontes. Et on voit bien que ce qui se racontait il y a combien, 10 ans, a des lustres, des positions où maintenant tu avances, c'est vraiment extraordinaire. Alors je voulais revenir un petit peu aussi par rapport à ce que disait Amandie. C'est que c'est vrai que moi j'ai toujours été un peu étonné que ces parabènes, par exemple, posent tant de problèmes. Parce que si on fait un peu de chimie végétale, par exemple, on s'aperçoit que ce sont les antioxydants les plus abondants dans toutes les plantes. Les plantes sont consommées depuis des milliers d'années. Ça n'a pas l'air d'être, bien sûr, il ne faut pas prendre de la ciguë, hein, mais hormis ça, ça ne pose pas de problème. Et je crois que c'est vrai qu'on a un petit peu, comme tu l'as dit, du reste, un peu tendance à tout mélanger. Entre l'échelle du distilbène, qui est 20 fois plus oestrogénique que l'estradiol, le bisphénol A, qui est 100 000 fois plus faible, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les relations entre le DES et le... Et je crois que là, il y a des véritables problèmes et qu'il ne faudrait pas introduire dans l'esprit de la population que tous les produits chimiques sont si mauvais que ça. Et je crois qu'il y a tout un travail à faire de dédramatiser pour certains. Autant ça a été un véritable drame humain qui n'aurait pas dû de se passer avec ce diéthylsylvestrol. Le DES a été testé en même temps que le bisphénol A. Toutes les deux avaient été synthétisées pour les mêmes effets. Absolument. Mais absolument, on s'est aperçu qu'il y en avait un qui était plus actif et c'est celui-là qu'on a commercialisé. Mais je crois que de tout mélanger, ça pose des problèmes de société. Ça pose des problèmes de société et qu'il faudrait essayer effectivement de mieux valoriser la chimie. Je suis chimiste et je dis ça alors que je m'intéresse aux relations entre la toxico et les produits chimiques, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on tombe dans cette façon qu'on a de tout mélanger en fait. Non, mais je suis tout à fait, c'est pourquoi je l'ai dit, j'avais une diapo là-dessus, mais je ne l'avais pas montré. Ce qui est naturel n'est pas nécessairement sain tout le temps, et puis ce qui est fabriqué n'est pas nécessairement par définition quelque chose de malsain. Donc il faut. Et puis, les généralisations me gênent, et donc j'ai essayé j'espère de vous convaincre que mettre sous un même chapeau le perturbateur endocrinien, bien sûr, il y a des choses communes, mais il y a beaucoup de différences, et il faut regarder pratiquement au cas par cas et agir au cas par cas. La chimie a rendu des services immenses. Je veux dire, et qui peut vivre sans ce qu'a apporté la chimie? Certainement pas. Donc il ne faut pas du tout oublier ça, mais il y a toujours, on peut toujours améliorer ce qu'on a déjà fait. Et donc l'idée de ma tribune, c'était de dire que quand on veut innover, fabriquer quelque chose de nouveau, il faut en même temps, et c'est tout aussi important, faire de la science pour montrer que ce qu'on a fait n'est pas malsain, ne va pas avoir des effets toxiques. Et ce sont deux aspects tout à fait complémentaires et qui devraient être pratiquement la même en. Est-ce qu'on peut boire encore de l'eau du robinet, particulièrement les femmes enceintes, qui sont plus exposées que question, parce que tout ça, ça se retrouve dans l'eau. Les rivières, par exemple, les poissons changent de comportement. Oui. Certains poissons changent de comportement complètement. Oui, il y a des rivières qui sont très contaminées, notamment par les PCB, par exemple. Il y a des choses qui persistent. Surtout la pilule. Bon. Et puis il y a des médicaments qui restent. Alors là, il y a de gros débats sur la qualité de l'eau vis-à-vis. Bon, évidemment, l'éthénylestradiol, qui est donc présent dans la pilule. Alors là, c'est 20 ou 30 fois, ou peut-être 100 fois plus efficace que l'hormone naturelle. On a réussi à faire quelque chose qui est 100 fois plus efficace que l'hormone naturelle. Donc s'il en reste très peu
dans l'eau, on est peut-être en train un peu de consommer. Alors, les arguments, ça va dans tous les sens, mais actuellement, est-ce qu'il en reste un peu, est-ce qu'il n'en reste pas? Vous avez des débats, on peut finir, moi je ne sais pas trop quoi penser. L'analytique est de plus en plus sensible. Donc on va finir par trouver des choses à des doses très très faibles. Aller prouver que ça va être un véritable problème n'est pas simple à ces doses, dans ces conditions-là. C'est vraiment pas simple. L'eau du robinet, elle est débarrassée de toute une série de choses quand même. Enfin, il y a quand même des études, des analyses. L'eau du robinet est débarrassée de toute une série de choses. Elle a été beaucoup plus contaminée qu'elle ne l'est actuellement, ne serait-ce que par les tuyaux, et tout le plomb, le cuivre, et j'en passe. Donc, on est quand même, on surveille un peu. Mais on est toujours dans un équilibre. L'eau de piscine est problématique aussi parce qu'on met des choses chlorées, des chloramines, tout ça, dans les eaux de piscine qui sont toxiques quand même. C'est pas rien. Les collègues belges qui sont très versés là-dedans. Mais là, vous diminuez la contamination microbiologique et vous augmentez la contamination chimique. Et il y a un équilibre. On est dans une société où il y a beaucoup de gens en même temps qui vont dans une piscine qui est assez chaude. Donc c'est un bain de culture théoriquement fantastique pour beaucoup de choses. Et puis voilà, donc il faut mettre des choses, des molécules chimiques. Bon, celles qu'on met ne sont pas si anonymes que ça, et là, il y a des choses aussi anonymes. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il vaut mieux boire de l'eau même du robinet que de l'alcool pendant la grossesse. Il faut le rappeler. Et certaines eaux minérales. Alors, le comble, c'est certains dentistes qui disent « Je mets dans la bouche de mes patients des produits que je n'ai pas le droit de mettre à la poubelle. » Ça, c'est un beau débat. Et les plus exposés, c'est les dentistes eux-mêmes. Surtout tout ce qui est plombage, mercure et compagnie. Je dirais, bon, on en a tous eu. Je veux dire, bon, et là aussi, le débat n'arrête pas. Et il y a des gens qui disent, faisons de la précaution, il faut interdire tout ça. Mais si ensuite on met des alliages à base de bisphénol A, ce n'est pas très simple non plus, vu tout ce qu'on sait maintenant sur le bisphénol A et les doses faibles. Mais par contre, dans les alliages, initialement, c'était le dentiste qui s'exposait le plus à des vapeurs, à des choses comme ça. Donc, c'est une population. Alors, je n'ai pas vu beaucoup d'études montrant une toxicité très importante chez les dentistes. Je suis un peu surpris par ça. Il y a quelques études, mais tu les connais peut-être beaucoup moins. Parce que moi, j'ai dans mon labo des dentistes qui sont d'un avis contraire à l'autre. Donc, je nage dans cet avis. Il y a un pays qui a fait pas mal d'études parce que c'est un des pays les plus contaminés par le mercure, c'est la Suède. Oui. Ça peut paraître bizarre, mais à cause des papeteries, fongicides. Et donc le bruit de fond est très important en Suède. Et du reste, ils ne mangent pas de poisson de la Baltique, par exemple. Et il y a eu 4 études épidémiologiques qui ont été faites, en particulier par un très grand épidémiologiste qui vit toujours. J'ai eu la chance de le rencontrer au Karolinska Institute, c'est Nylander. Et déjà, il y a presque 25 ans, 20 ans, il mettait en garde contre ce mercure parce que dans les études qu'il avait faites chez les dentistes, et en général c'est des assistantes pour des dentistes, et elles sont beaucoup plus exposées que le dentiste lui-même, puisque c'est eux qui faisaient à l'époque les mixtures. Eh bien, sur les 4 études qui ont été faites, il y en a 3 qui étaient positives, qui montraient qu'il y avait 2 fois et demi plus de glioblastomes, donc de cancer du cerveau, que dans la population suédoise. On reste en Suède. Et que ce que l'on sait, c'est que ce mercure, qui est pourtant un métal, lorsqu'il a cheminé dans l'organisme, il va se concentrer dans les cellules gliales. Et c'est là qu'il est oxydé. Et il y a une corrélation tout à fait intéressante entre la biochimie, la chimie et malheureusement l'épidémiologie. Et donc, alors sur les 4 études, 3 étaient positives. Ce qui veut dire quand même... C'est pas rien. Non, mais oui, c'est pas rien. Et alors, juste une petite information qui peut peut-être vous intéresser, c'est que ça fait à peu près 10 ans, 15 ans qu'on se bagarre contre l'AFSAP pour essayer de faire interdire ça. Jusqu'à présent, négatif. On lui disait, vous racontez des bêtises, jamais personne n'a vu des gens intoxiqués, etc. Et puis, il y a eu une Mediator. Et puis, il n'y a plus d'AFSAP. Et puis, on a été convoqué au ministère de la Santé pour nous dire qu'on allait revoir notre position. Alors, si effectivement la position d'un État
Et par rapport aux agences, c'est quand même relativement grave, hein, parce que la France est le seul pays qui bloquait ce dossier. Même l'Allemagne ne le bloquait pas. Pour les amalgames dentaires? Oui, les amalgames dentaires. Et donc maintenant, l'Europe peut peut-être légiférer, parce qu'il y a quand même 3 pays qui l'ont fait, qui sont comme par hasard des pays nordiques, la Suède, le Danemark, et puis aussi la Hollande, mais c'est pas nordique. Et donc on va peut-être maintenant aller quand même sur une prise de conscience que de mettre un métal, il y a 4000 ans, c'est pas 2000 ans, 4000 ans, les Chinois savaient que ce mercure était dangereux, parce que quand ils faisaient des poteries, s'ils chauffaient trop, ça faisait décomposer le cinabre, ça faisait des vapeurs de mercure, et ces potiers devenaient fous. Non, mais 3 à 4 000 ans. Il n'y a pas de doute sur la toxicité du mercure. Ça, je pense qu'il n'y a vraiment pas de doute. La question était, est-ce que la présence de mercure dans des amalgames va donner suffisamment de mercure pour entraîner des effets? C'est là qu'il y avait quand même Oui, il y a une grosse discussion. Et c'est vrai que les plus exposés, comme souvent, c'est les travailleurs. C'est la même chose pour les agriculteurs. Oui, c'est une maladie professionnelle. Oui, absolument. On a fait des progrès, parce qu'il y a 50 ans, on soignait la syphilis avec... Oui, bien sûr, ça devait être Calomel. Mais ça ne pose pas de problème. Vous pouvez, parce que quand vous êtes dans une situation où vous avez besoin de trouver quelque chose de toxique, parce que parfois, la plupart des médicaments anticancéreux sont par définition des toxiques. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, moi, ça ne pose pas de problème que vous traitiez le toxique par un toxique, disons, qui est a priori de moindre effet si vous contrôlez un peu les choses. On remet au goût du jour l'arsenic. Il y a des choses qui reviennent, même le thalidomide dans certaines applications revient. Donc, bon, il faut avoir un peu il faut voir les choses que en médicaments, c'est